Rendez-vous à présent avec Sébastien Bismuth, président de Don't Call Me Jennifer. Il est avec Céline Bouvier. Bonjour Sébastien. Bonjour Céline. Je suis ravie de t'accueillir sur le plateau de Saint-Marc, mais je suis un petit peu étonnée parce que je pensais en fait que tu allais arriver en caleçon et en tongs. Ah, je vois la référence. Non, aujourd'hui je ne suis pas semi-présentable, je suis présentable. Alors pour ceux qui ne comprennent pas la blague, en fait, je vous invite à aller voir le post de ce matin de Sébastien sur LinkedIn. Vous comprendrez ce qui est en train de viraliser sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est une transition intéressante du caleçon au tongs pour dire que tu es aussi le président du directoire de Célio et donc le président de Don't Call Me Jennifer. Et relever le challenge. Hein. Ah oui, évidemment. C'est très important. Et en fait, je suis contente que tu sois là parce que je suis personnellement très impressionnée de voir ce que la marque Jennifer est devenue. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'était pas gagné. C'est une marque qui était en grande difficulté. Et donc, j'aimerais bien que tu partages un petit peu le tour de force. Alors, effectivement, on a repris avec un consortium d'investisseurs Jennifer il y a un peu moins de 3 ans. Et la marque était en déclin, était en difficulté, et on se posait beaucoup de questions sur l'ADN, sur la marque, sur son positionnement, sur son image, avec tous les nouveaux arrivants très forts et internationaux sur le marché. C'est vrai que la marque avait décliné, et on a donc repositionné cette marque. On a d'abord réfléchi sur l'identité, sur sa valeur, sur son histoire, sur ce qu'elle avait à dire. Et suite à une rencontre avec maintenant mon ami Georges Mohamed Cherif de Buzzman, qui a voulu, en tout cas, accepter de travailler sur ce sujet qui était une sorte de cause perdue pour lui. Et jamais il pensait qu'on gagnerait d'ailleurs le Grand Prix EFI avec cette marque. Je crois qu'il t'a dit que tu n'aurais jamais dû racheter. En fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'au bout de 2 ans, ça a été le Grand Prix EFI, a été vraiment un truc super. Et donc on a transformé la marque et on s'est dit finalement, ce nom, c'est un héritage, on doit l'assumer. Donc au lieu de changer de nom, si vous n'aimez pas notre nom, ne nous appelez pas Jennifer. Et donc on a transformé la marque en disant Don't Call Me Jennifer, associé à une valeur très importante qui est le 0 étiquette. Tu n'aimes pas l'étiquette, ne me colle pas d'étiquette, arrache même l'étiquette du vêtement si tu le souhaites. Je crois que c'est ce qui faisait certaines consommatrices, Exactement. Clientes, elles enlevaient l'étiquette. Vous avez entendu ça, c'est ça. Et vous avez tiré le fil. Elles aimaient le vêtement, mais elles arrachaient l'étiquette parce qu'elles n'avaient pas cette fierté d'appartenance à la marque. On leur a dit, finalement, peu importe, on ne revendique pas d'être une marque telle que peut être Hermès, Louis Vuitton. Assumons ce qu'on est, on est là pour faire des vêtements sympas et répondre à un besoin et à un équipement et à une fonctionnalité. Et donc on a fait cette transformation, on a recentré la cible cliente, on est revenu à l'ADN de la boîte, c'est-à-dire qu'on est revenu parce sur que vous étiez reparti sur une cible un peu plus âgée, je crois, autour de 20 ans, et en regardant ce qui avait fait le succès de la marque, tu t'es dit, en fait, non, l'ADN, il est sur une cible plus jeune, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on revienne. Alors, en regardant, je vais faire plaisir à Kantar, en regardant une étude Kantar, on s'est rendu compte que, voilà, on était déjà leader sur le marché des 10-15 ans. On avait 10 points de part de marché, le deuxième avait 9,5, hein, donc on n'était pas un grand leader, on était juste premier, on va dire. Et on s'est rendu compte que sur la cible des 20 ans, on était loin derrière. Il y avait beaucoup de marques devant. Je me suis dit, mais c'est incroyable, on est déjà leader sur les 10-15 ans. Et pourtant, notre offre n'est pas adaptée. Et donc, j'ai la chance d'avoir une fille de 12 ans, enfin, pas que pour ça, mais en allant acheter des vêtements avec ma fille de 12 ans, je me suis rendu compte que la taille XS, qui était la plus petite chez Jennifer, les manches dépassaient ses mains, les pantalons étaient trop longs, etc. Donc on était leader sur un positionnement où, en fait, où on n'était pas adapté en termes d'offres. Et donc on a transformé cette offre et on a créé des tailles XXS, on a raccourci les bras, on a raccourci les jambes, on a travaillé par rapport à ce besoin non exprimé, puisqu'il y avait un besoin pour cette cliente, pour cette jeune cliente, qui finalement n'a pas spécialement envie d'aller dans la boutique où sa mère va, donc ne va pas spécialement dans là où il y a une offre familiale et avait besoin d'une offre spécifique. Et donc on a
fait cette transformation. Et puis derrière, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de buzz, beaucoup d'influenceurs avec qui on a travaillé. Et puis surtout, on a travaillé cette valeur qui nous anime, de dire ne nous collez pas d'étiquette. Et ça concerne autant l'interne que l'externe. Donc aujourd'hui, on est zéro étiquette. Ouais, la lutte contre les stéréotypes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais nous, moi je suis assise dans le rose, toi dans le bleu. Aujourd'hui, nous, on a préservé... Inversons si tu veux. Voilà, allez, voilà. Comme ça, tu vois, pas de stéréotypes. Absolument. Et du coup, j'imagine que ça a dû être source de frissons quand même, ce changement de nom, l'importance de ce changement. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, est-ce que je ne prends pas des risques? Mais alors, bon, je vais reciter le Georges de Buzzman. Hein. J'ai lu dans un interview ou écouté dans un podcast, il dit « Une bonne pub, ça doit faire peur ». Et oui, j'ai eu très peur jusqu'au lancement. C'est-à-dire que c'était mes équipes en interne qui me rassuraient parce que certains collègues, certains amis ne comprenaient pas le sens en disant « mais tu vas dire, ne m'appelle pas du nom de ma marque comme si ta marque n'était pas bien ». Donc c'était quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. Et ensuite, j'ai eu très peur parce qu'on a pris des stéréotypes très forts. C'est-à-dire qu'on a mis des affiches dans toute la France, dont Paris sur les Champs-Élysées, avec une fille habillée dans un certain style, avec le mot marqué racaille, et en barrant le mot racaille, en barrant le mot bolos, gamine. On allait taguer nos magasins en disant magasin de bolos, magasin de gamine, magasin de racaille, et donc on a été très loin. C'est passé. Voilà. Et en fait, très loin, et en même temps, je crois beaucoup dans l'empathie. C'est-à-dire en exprimant des choses qui étaient dites déjà, mais qui n'étaient pas assumées. Tu parlais aussi de la souffrance que finalement ça occasionne, ces étiquettes. Et ce que vos clientes ont retrouvé, c'est ce sentiment d'être entendu et de parler vrai. En tout cas, il y avait de la sincérité. C'est vrai qu'à l'adolescence, on souffre beaucoup du stéréotype des préjugés, mais finalement, on en souffre à tout âge, de nos origines, de nos noms, du jugement, du stéréotype. Et je pense que en fait, cette cause nous a en tout cas tous animés et m'a animé aussi. Et finalement, aujourd'hui, on dirige une boîte où on est détendu, on ne cherche pas à jouer un rôle, on est ce qu'on est. Et on n'a pas envie de subir des étiquettes. Donc c'est un message d'entreprise et c'est en même temps, on travaille avec cœur et on essaie de faire des produits qui répondent à un vrai besoin. Et pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être un succès. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué, hein, tous nos magasins sont fermés, mais on reste optimiste, on reste confiant sur l'avenir et on attend la réouverture avec impatience. Alors, ce que je trouve vraiment très fort dans cette renaissance, c'est qu'effectivement, on voit bien à quel point ce double sens de valeur est incarné. On a les valeurs au sens de la posture, du rôle que joue la marque pour lutter contre les stéréotypes, et c'est important. Donc un choix de posture dans la société, mais on voit aussi qu'il y a eu tout un travail sur le produit. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un coup de com', quelque part. Et ce que tu évoquais sur le travail qui a été fait sur une cible donnée, sur des collections, sur des tailles de produits, je pense que c'est important aussi de le souligner. Au-delà de ça, l'expérience de marque, elle va plus loin. On parle de communication, on parle d'expérience magasin. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu as retravaillé tout ça ? Oui, effectivement, aujourd'hui, on parle tous de marque média et c'est vrai que c'est une croyance qui est forte parce qu'on pense qu'une marque doit avoir du contenu et on pense qu'on a une mission en dehors de vendre des vêtements. On a une mission aussi d'informer et de devenir une plateforme pour nos clientes puisqu'on est leader. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, donc sur toujours Kantar, on est passé de 10 points de part de marché à 16 points de part de marché. En combien de temps ? En à peine 18 mois. Donc c'est considérable de gagner 6 points de marché. Et là, on est devenu leader. Parce qu'on dit qu'un leader, c'est un premier qui est loin devant le deuxième. Oui. Donc le deuxième est passé à 8 points. Donc on est 2 fois plus important. Et donc, en tant que leader sur ce segment de l'adolescente et de la pré-ado, on s'est dit on doit aller au bout de notre mission. Et donc on a décidé de devenir un média. Parce qu'on se rend compte, et toujours à travers, alors j'ai une fille de 12 ans et de 18 ans, qu'elles sont très peu informées. Finalement, elles sont informées via des comptes Instagram, mais finalement, l'actualité, elles ne la suivent pas. Et on s'est dit qu'on avait une mission, c'est d'informer nos clientes. Et donc, on les a, au moment du premier Covid, oui. On s'est rendu compte que
on n'avait plus de produits à vendre, on n'avait plus d'existence, on n'avait plus rien à raconter. Et on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui reste de la marque? Et là, on a eu l'idée de créer un média qui s'appelle Break. Et dans ce média, on informe nos clients à la façon, dans leur langage, adapté, etc. Et ce média a pris forme et on l'a intégré dans le compte Instagram de Don't Call Me Jennifer, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une limite de l'intégrer dans la marque, parce que ça enlève de l'indépendance journalistique, éditoriale. Et pour certains, on a du mal à avoir des interviews avec des gens qui ne veulent pas être rattachés à la marque. Et donc on a pris la décision assez radicale de retirer Break du compte Instagram de Jennifer, de Don't Call Me Jennifer, et d'ailleurs de le retirer tout simplement de Instagram parce qu'on estime qu'Instagram n'est pas le bon support pour notre cliente. Voilà, on parlait de l'évolution de l'écosystème, c'est incroyable ce que tu dis en fait. C'est que déjà Instagram en fait pour toi n'est plus... c'est le Facebook d'il y a quelques années et pour nous c'est... Sur les 10-15 en tout cas ça ne correspond pas à notre cliente et donc on va lancer notre média et ça c'est une breaking news parce qu'on va lancer un média indépendant de Jennifer et de Don't Call Me Jennifer qui va s'appeler sur Break exclusivement sur TikTok et ce média aura des partenaires évidemment comme tout média et a des journalistes, a une équipe de rédaction et donc ça c'est un de nos grands projets en dehors du deuxième projet qui est derrière tout ça, devenir une marketplace. D'accord. Et donc on va accueillir d'autres marques, à bon entendeur d'ailleurs, pour offrir et faire profiter de notre flux et de notre trafic sur cette cliente à d'autres marques qui ont d'autres choses à proposer. C'est maximiser en fait la valeur que vous pourrez apporter à cette audience des 10-15, c'est de se concentrer sur elle et de se dire qu'est-ce que tu peux leur apporter au-delà de ton offre produit, de l'information et de mutualiser avec d'autres partenaires pour renforcer encore la marque. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter vraiment très attentivement parce que je vais demander à Sébastien qu'il nous donne les secrets de cette réussite. Parce que je ne sais pas pour vous, mais je me dis finalement, si on pouvait appliquer ce que tu as réussi à faire sur Jennifer à d'autres belles endormies, qu'est-ce que tu dirais ? Alors bon, c'est toujours difficile de formaliser parce que personnellement, je suis un autodidacte, donc j'ai jamais formalisé ou écrit les choses. Les choses se font au fur et à mesure avec notre âme, notre ressenti, nos équipes, parce que aujourd'hui cette réussite, elle est extrêmement liée aux collaborateurs que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi, que ce soit au niveau de la com, des achats, du produit, du style. Là aussi, on est sur le sujet des valeurs. Oui, mais j'ai eu la chance d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits qui ont amené, qui ont soutenu ces idées Don't Call Me Jennifer. Je ne sais pas si je l'aurais fait si mon directeur de com et ma directrice des réseaux sociaux m'avaient poussé à ce point-là. Je ne sais pas si j'aurais osé. Donc déjà, un des secrets, c'est qu'il faut une équipe très forte et qui a envie de travailler avec vous et je dirais de façon non hiérarchique. Pour moi, en tout cas, c'est de cette façon que j'aime travailler. Et l'autre chose, c'est que tout simplement, je crois, alors peut-être que ce n'est pas vrai pour toutes les marques, mais que c'est important de regarder l'ADN. Regarder qu'est-ce qu'une marque peut apporter, quelle est son histoire, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle a à dire sur le marché. Souvent, des grands cabinets de consulting vont vous dire il faut cibler la fille de 20 ans parce qu'elle a plus de pouvoir d'achat, parce que ci, parce que ça. Mais finalement, est-ce qu'on a quelque chose à apporter là-dessus ? Il y a déjà des concurrents qui ciblent la fille de 20 ans, il y a déjà des concurrents qui font très bien le boulot. Pourquoi faire la même chose en moins bien ? Ça n'a pas d'intérêt, on n'a pas de raison d'être, on n'a pas de raison d'exister. Donc on s'est dit, là, il y a un besoin insatisfait non exprimé, donc le fameux BINEX, qui est qu'il y a un besoin sur la 10-15 ans et en fait on peut être capable de l'exprimer et apporter quelque chose et donc on est revenu à l'ADN et d'ailleurs ça me fait penser, en passant pour dire un mot sur Célio, Célio quand vous regardez son histoire et son ADN, l'histoire est extraordinaire, cette marque est d'une richesse incroyable. Elle a fait une pub il y a longtemps, je ne sais plus, il y a plus de 15 ans, 20 ans, je ne sais pas quelle année. Et cette pub, elle est géniale, vous pouvez la retrouver dans les archives. Elle s'appelle, le slogan c'est « La mode, je m'en fous ». Vous voyez ? C'est génial, la mode, je m'en fous. Bon, on n'a pas l'impression de retrouver ça aujourd'hui chez Célio, alors que
C'est vrai, quoi. C'est finalement, très puissant, c'est en très fait. puissant. Ouais, Puis finalement, la mode, ça prend la tête. Je veux dire, moi, le matin, j'ai pas envie de me prendre la tête à m'habiller. Je mets un jean, un t-shirt, et puis je m'habille normalement. Et revendiquer ça, il y a un ADN et il y a une puissance de marque chez Célio qui, je crois, qu'on peut aller chercher. Moi, je trouve que c'est un peu être un chercheur d'or, en fait. C'est quelque part, dans ce que tu décris, la capacité à aller quand même explorer de manière assez fine, hein, ce que tu as décrit à la fois dans ce qu'a fait le succès de la marque pour Jennifer dans son passé, sur sa cible, sur la valeur apportée. Et en même temps, ce que je trouve remarquable, c'est la capacité de projeter cet héritage dans le nouveau retail, dans le nouvel écosystème média avec une puissance très forte et l'effet Buzzman. Et je crois que... Écoutez, l'avenir nous dira ou pas. Écoute, on te souhaite beaucoup de succès en tout cas Merci. sur toutes ces aventures et un très grand merci d'être venu Céline nous voir de ce m'avoir matin. reçu. Merci à très beaucoup. bientôt. Au Voilà, revoir. vous avez bien choisi ce matin, Sébastien, votre façon de vous habiller. C'est très bien, bravo, merci. Trop sympa, Sébastien Bismuth, qui est venu nous livrer quelque part les secrets de la réussite, l'efficacité de la marque Jennifer. Voilà, cette grande interview, évidemment, à retrouver en replay pour les adhérents sur le site de l'Union des marques. Et puis réagissez toujours, hashtag, sa marque 2021. Autre problématique.